Intérêt du microscope en odontie chirurgicale, apport du laser CO2. Depuis de nombreuses années, la voie chirurgicale nous permettait de traiter les lésions apicales et nous obtenions alors 50% de guérison. Grâce à l'apport du microscope opératoire, le pronostic fait un énorme bond en avant et nous pouvons encore améliorer ce dernier grâce à l'utilisation du laser CO2. C'est l'ensemble de ces techniques que nous allons vous détailler lors de ce diaporama et nous essayerons ensemble d'aborder les différentes indications, la technique et enfin les résultats. Quelles sont les origines des lésions apicales? Il existe deux étiologies. Nous verrons la dégénérescence pulpaire, puis les irritations chroniques. Il faut savoir que la dégénérescence pulpaire peut être induite soit par une carie, soit par un échauffement pendant le fraisage, soit par un choc traumatique. Sur la panoramique que vous observez à l'écran, on peut noter une volumineuse lésion apicale au niveau de la 46. Et cette lésion est très probablement provoquée par une dégénérescence de la pulpe dentaire. Remarquez la proximité entre la corne pulpaire de la racine mésiale et l'importante restauration à l'amalgame. L'irritation chronique est consécutive à un vide canalaire ou à une perforation. Là encore, sur la radio, remarquez l'absence de traitement canalaire au niveau apical, entraînant de ce fait la formation d'une lésion radioclaire. Quelle que soit l'origine de la lésion, de toute manière nous aurons formation d'un tissu réactionnel appelé tissu granulomateux. Cette lésion apicale se comprend sous trois formes, le granulome, l'épithéliogranulome et le kyste. En fait, il est très difficile de faire la différence entre ces trois pathologies. Seule l'anatomopathologie peut nous permettre de les différencier. La radiographie, elle, nous montrera une lésion présentant un volume plus ou moins important. Dans tous les cas, l'invasion microbienne est responsable de l'inflammation et de l'infection. Le but final sera donc de rendre étanche le système canalaire après débridement de la lésion. Sur la photo ci-jointe, il s'agit d'une dent numéro 17. Le microscope opératoire va nous permettre d'obturer à rétro les deux apex, ce qui est absolument impossible avec une technique classique. Ainsi, le pronostic de ce type de dent est maintenant bien plus favorable, évitant ainsi des extractions inutiles. Quelles sont les indications de la chirurgie apicale? Eh bien, en fait, cette chirurgie apicale correspond aux échecs des techniques classiques d'endodontie et lorsqu'il est impossible pour un praticien de reprendre le traitement canalaire. Sur cette radio, on peut noter la présence d'un instrument cassé dans le canal mésial, d'où l'impossibilité de reprendre le traitement d'une manière classique. On peut observer alors la formation d'une lésion apicale assez importante. Quels sont les différents moyens d'intervenir? Nous en reparlerons par la suite. L'impossibilité de l'endodontie, c'est aussi la présence de courbures radiculaires très prononcées, comme nous pouvons le voir sur ces différentes photos. Dans un cas comme celui-ci, il est pratiquement impossible de traiter correctement le ou les différents canaux, comme nous pouvons le voir sur la molaire en bas à droite. Dès l'instant où le canal est non obturé, inévitablement une flore microbienne de type anaérobie se met en place, et dès lors une lésion apicale peut se former. L'intérêt de la chirurgie sera bien entendu de réaliser le curetage de la lésion apicale, mais surtout d'obturer à rétro et de façon étanche les différents canaux responsables de ces infections. Parmi les différentes difficultés rencontrées, nous avons également les canaux latéraux accessoires. Ces canaux sont difficilement obturables en endodontie orthograde et plus faciles d'accès en microchirurgie. Comme nous pouvons le voir sur cette radiographie, il existe un instrument cassé dans le canal mésial. Évidemment, l'instrument n'a pas permis d'obturer correctement cette racine. D'autre part, il faut le savoir, il existe de nombreux canaux secondaires qui, lorsqu'ils ne sont pas obturés, peuvent être responsables de ce genre de lésion. Voici trois études qui traitent de la prévalence des canaux supplémentaires. La plupart des premières molaires maxillaires ou mandibulaires présentent un deuxième canal dans la racine mésiale. Les racines distales des molaires inférieures présentent elles aussi deux canaux dans un tiers des cas. Lorsque l'on pratique l'endodontie, l'utilisation d'un microscope nous fera découvrir plus facilement ces canaux supplémentaires et dès l'instant où ils auront été visualisés, de les obturer. Sur cette photo clinique, vue à très fort grossissement, il s'agit d'une deuxième prémolaire supérieure. Le canal palatin est obturé. On peut remarquer la couleur rosée de la gutta perca, mais le canal vestibulaire a été oublié, et vous pourrez remarquer un trait séparant ces deux canaux. Il s'agit de l'isthme. Celui-ci doit être également obturé à rétro,
pour éviter toute recolonisation microbienne secondaire. Nous allons voir maintenant ensemble les différents incidents iatrogéniques. Nous verrons des obturations incomplètes, des perforations radiculaires et également des débordements de matériaux. Ces obturations incomplètes sont pour la plupart dues à des erreurs dans la longueur de travail, à des préparations canalaires mal réalisées, à des instruments cassés ou enfin à des canaux calcifiés. Nous vous rappelons une fois de plus que dès l'instant où un vide se crée à l'intérieur du canal, il y a pour les bactéries la possibilité de se développer et donc de créer secondairement une lésion d'ostéite. Ici, la radio est suffisamment explicite. Il s'agit d'une perforation du plancher d'une dent numéro 46. Le praticien a essayé d'obturer les canaux, mais la radiographie laisse apparaître un liseré radioclair circonférentiel autour de cette dent qui rend le pronostic totalement défavorable. L'extraction est souhaitable. Sur la radiographie de gauche, le traitement est parfaitement réalisé et il existe cependant un petit dépassement de pâte totalement sans risque. Par contre, sur la radiographie de droite, le débordement est très important et on peut voir en effet que la lésion est également importante et ne disparaîtra pas spontanément. Le seul moyen d'intervenir efficacement sera donc la voie chirurgicale. Les accidents sous prothèse scellée font partie des accidents iatrogéniques et il n'est pas rare que les patients consultent avec des bridges importants qui sont souvent impossibles à déceler. Il est alors plus facile d'intervenir chirurgicalement par la voie apicale. Dans l'exemple qui vous est montré à l'écran, on peut remarquer une très belle lésion kystique encapsulée avec une image de liseré radioclair bien délimitée au niveau de la racine mésiale de la 46. Le traitement semble pourtant correct et malgré cela le patient se plaint de douleurs accompagnées d'infections récurrentes. L'image radiographique met en évidence une lésion apicale de belle étendue et commençant à envahir le territoire du nerf dentaire inférieur. La chirurgie apicale aura pour but, bien entendu, d'énucléer totalement cette lésion et d'obturer à rétro les canaux. La difficulté consiste à ne pas toucher le nerf dentaire inférieur et pour cela, la trépanation de la corticale osseuse, qui est très souvent épaisse dans ces régions, se fera plus haut que l'apex. Sur cette diapositive, on peut voir que malgré une obturation parfaite, il n'est pas rare que certains patients se plaignent de douleurs, de fistules et de tuméfaction. Il faut savoir qu'il peut exister en effet des signes persistants qui signent la non-guérison de l'inflammation et donc la nécessité d'intervenir chirurgicalement. Les contre-indications à ce type de chirurgie sont tout à fait classiques. Il s'agira des contre-indications d'ordre général et d'ordre régional, et bien entendu nous finirons par les contre-indications d'ordre local. Parmi les contre-indications d'ordre général, celle qui nous gênera le plus concerne les patients qui sont cardiaques. En effet, chez ces patients, il est absolument interdit d'utiliser des vasoconstricteurs. Or, ce type de chirurgie n'est pas réalisable sans vasoconstricteur, car un saignement même léger perturbe l'obturation à rétro. C'est la raison pour laquelle, chez ces patients, nous nous abstenons de faire des chirurgies sous microscope. Enfin, lorsqu'il y a un problème osclérien, nous n'hésitons pas à extraire la dent. Nous ne tenons pas à faire prendre de risques aux patients. Les contre-indications loco-régionales sont toujours définies par rapport aux obstacles anatomiques. Nous pouvons voir sur la diapositive de gauche qu'il existe sur une coupe scanner verticale une lésion apicale de petite étendue à l'apex de la racine, mais à distance du nerf dentaire inférieur. Dans le cas présent, il ne s'agira pas d'une contre-indication. Par contre, sur la radiographie de droite, l'étendue de la lésion est telle qu'évidemment, nous prendrions un risque très important au niveau du canal dentaire inférieur. Il vaudra mieux retirer la dent de manière à être sûr de ne pas léser cette région. Sur la photo de gauche, la lésion est à distance du nerf mentonnier, elle est donc opérable sans risque ni difficulté. Par contre, lorsque le tissu de granulomateux est anastomosé avec le nerf mentonnier, il n'est pas prudent d'aller opérer et il devient nécessaire et même indispensable de retirer la dent avec tout son contenu granulomateux. Nous abordons maintenant le problème des contre-indications locales. Ces deux radios ont volontairement été mises l'une à côté de l'autre. La diapo de droite nous montre deux lésions granulomateuses très bien délimitées et qui sont la résultante d'une mauvaise obturation des canaux. Dans le cas présent, le pronostic de ces lésions est très favorable. Par contre, sur la diapositive de gauche, la lésion est ici mixte. Nous avons une association d'une lésion endo et d'une lésion parodontale. La zone de déminéralisation est très diffuse, mal délimitée. Nous ne sommes pas sûrs que le retraitement des canaux puisse permettre la guérison de cette lésion et nous préconisons l'extraction de cette dent pour pouvoir secondairement y placer un implant.
Le rapport couronne-racine défavorable est également une contre-indication locale. Sur la photo de droite, en effet, on peut voir que la racine va tellement diminuer, après résection, que l'on risque d'avoir une mobilité de cette dent par manque d'assise. Dans ce cas-ci, heureusement, il s'agit de deux couronnes solidarisées, et nous avons pu intervenir sans risque de compromettre la dent en question. Autre contre-indication locale, les fêlures radiculaires. Qu'est-ce qui peut différencier une fêlure radiculaire sur une radiographie d'une lésion apicale? Eh bien, il apparaît un épaississement ligamentaire tout au long et tout autour de la racine. Dès l'instant où cet épaississement se manifeste sur la radiographie, on peut être à peu près certain qu'il s'agit d'une fêlure. Le passage profond et ponctuel d'une sonde en vestibulaire ou en linguale nous permet donc de confirmer ce diagnostic. Comme on peut le voir justement sur la photo en bas à gauche, une sonde parodontale s'enfonce profondément en vestibulaire et évoque en nous l'idée d'une fêlure radiculaire. Quelle que soit l'importance de la fêlure, la dent est à extraire. Il faut savoir que dans tous les cas, il est absolument nécessaire de reprendre le traitement des canaux par la voie orthograde lorsque c'est possible. En effet, nous avons la possibilité d'avoir une guérison si le traitement est repris d'une manière parfaite. Malheureusement, le kyste, lui, ne guérira que dans 5% des cas. Il sera donc nécessaire, dans la plupart des cas, d'intervenir chirurgicalement. Avant d'intervenir, nous devrons bien entendu localiser de façon la plus précise possible l'étendue des lésions. Sur ce bilan long cône, où vous pouvez voir de nombreuses restaurations, il n'y a pas moins de 13 lésions apicales qui sont, pour la plupart, provoquées par des obturations mal conduites. Bien entendu, dans ce cas, on peut penser que le terrain immunitaire est déficient, car n'oublions pas que la pathologie ne s'exprime que lorsque le terrain le permet. Il n'est pas rare que nous soyons amenés à réaliser un scanner. Ce scanner nous fournit des renseignements qu'une radio panoramique ou encore un bilan long cône ne peuvent pas nous apporter. Sur le cliché de droite, il s'agit d'une coupe horizontale des racines et vous pourrez observer de la façon très précise que si le canal distovestibulaire de cette numéro 6 supérieur est bien obturé, par contre, le canal mésovestibulaire ne l'est pas. Enfin, le canal palatin n'est pas non plus obturé de façon homogène. Lorsque nous opérons dans les secteurs antérieurs, bien entendu, nous allons faire le maximum pour préserver les papilles. L'anesthésie sera toujours périapicale, quelle que soit la dent causale. À l'aide d'une sonde parodontale, nous allons déterminer les limites du sulcus. L'incision doit être toujours à distance de cette limite. Sur la photo de droite, nous voyons le trait d'incision à 3 mm décollé, nous permettant ainsi de réclamer un lambeau de manière à avoir accès aux apex des différentes dents concernées. Dans les secteurs postérieurs, l'esthétique est beaucoup moins importante. Nous n'hésiterons pas alors à réaliser une incision intrasulculaire accompagnée d'une incision verticale de décharge. De cette façon, l'accès sera plus aisé et la visibilité accrue. Au niveau de cette radio, nous pouvons voir que cette molaire avait déjà subi une première intervention, mais malheureusement le canal distal n'avait pas pu être obturé. Nous avons donc repris le traitement afin de parfaire l'obturation des 3 canaux, c'est-à-dire le canal postérieur et les 2 canaux mésiaux. Ainsi nous obtiendrons inévitablement une réparation au niveau de cette lésion. La photo supérieure gauche met en évidence une fistule pour laquelle le patient a consulté. La radiographie de droite nous montre l'absence totale de canal et donc la difficulté qu'avait le praticien traitant de pénétrer dans ce canal. Les 2 photos inférieures sont des photos cliniques et mettent en évidence, sous des aspects différents, les 2 lésions qui ont été totalement curetées, ainsi que l'obturation à rétro des canaux. Sur la radiographie à gauche de l'écran, observez la qualité de l'obturation rétrograde. Cette obturation est de 5 mm, ce qui correspond à la longueur de la cavité créée à partir d'un cercle ultrasonique adapté. Ici, il s'agit d'une lésion relativement importante au niveau d'une dent numéro 16. La photographie de gauche a été réalisée à l'aide d'un appareil de photographie classique. Quant à celle de droite, elle a été réalisée sous microscope opératoire. Sur cette dernière photographie, observez la qualité de l'obturation à rétro des apex, qui dans des conditions normales est difficilement réalisable. Le microscope opératoire permet dans ce cas de plus d'accéder aux régions osseuses situées le long des faces linguales et palatines des racines. Nous pouvons voir donc sur ces différentes photos l'obturation à rétro d'une incisive latérale. Sur la photo en haut à gauche, c'est avant l'intervention. La photo du milieu est prise au microscope et la radio en bas à droite nous montre justement le résultat avec une obturation sur 5 mm
que l'on a pu obtenir grâce à la technique des ultrasons. Abordons maintenant un aspect plus pratique. Il faut savoir qu'initialement les résections se faisaient à la turbine et que la cavité était créée à l'aide d'une microtête. La diapositive de droite nous montre l'image d'une microtête de marque Caveau. Mais malgré la petitesse de cette tête, ainsi que l'utilisation de microfraises, il nous était souvent difficile d'être parfaitement dans l'axe de la racine. Fort heureusement, nous avons maintenant à notre disposition des inserts ultrasoniques coudés qui nous permettent d'accéder aux apex de toutes les dents. Ces différents schémas nous montrent l'importance et la différence entre l'utilisation d'une microtête, qui a du mal à travailler dans l'axe de la racine, et l'utilisation d'inserts ultrasoniques plus fins et plus ergonomiques. Dans la photo suivante, nous pouvons voir la réalisation d'une cavité à rétro à partir d'un insert ultrasonique. En haut à gauche, l'insert ultrasonique est situé parfaitement dans l'axe et on peut voir sur la photo de droite qu'il peut s'enfoncer sur 5 mm. Sur la photo centrale, nous voyons que malgré l'utilisation d'une microtête Caveau, il nous est absolument impossible de pénétrer l'intérieur du canal sans créer de fausses routes. Ces techniques de microchirurgie et d'obturation à rétro ont été mises au point par deux Californiens au début des années 90. Il a fallu penser et créer une instrumentation adéquate ainsi qu'une méthodologie adaptée. L'utilisation de micromiroirs nous permet de vérifier la bonne élimination de toute la lésion granulomateuse. Il sera également possible de céder des micro-pinces-gouges et également du bistouri électrique. La diapositive de droite met en évidence, par reflet dans le micromiroir, la lumière du canal qui n'est pas obturée, alors qu'à gauche, on voit très nettement le reflet de l'obturation. Vous avez ici une liste non exhaustive des différents moyens d'obtenir une bonne hémostase. Les quantités d'adrénaline pure sont de quelques gouttes. Attention, prudence. Ce qui est très important dans ce type d'intervention, c'est toujours d'obtenir une bonne hémostase de très bonne qualité. Plusieurs sortes d'instruments sont utilisés pour obtenir une cavité parfaitement sèche. Sur la photo de gauche, il s'agit des micro-aspirations avec des embouts jetables et que l'on peut anguler selon l'orientation du canal. On peut également utiliser des cônes de papier. Vous avez donc ici d'autres instruments, tels que des soufflettes, l'une qui permet de pulser un antiseptique à l'intérieur du canal, l'autre qui permet de sécher ce canal. Tout cela représente un peu l'équivalent de la seringue RO. Vous avez sur la photo de droite différentes micropresselles. Le titane anodisé bleu évite le réfléchissement de la lumière et donc d'être ébloui. N'oublions pas que cette lumière est très puissante. Le choix du matériau d'obturation est également essentiel. On peut voir sur ces diapositives qu'il y a quelques années, on utilisait des amalgames, mais ce matériau n'étant pas biocompatible, il a été totalement abandonné au profit de l'IRM et du Super EBA, qui donnent des résultats beaucoup plus fiables et reproductibles. Le matériau d'obturation qui sera utilisé doit être bien toléré, stable dans le temps et facile d'utilisation. Actuellement, le matériau à la mode est le MTA, qui a été mis au point par l'équipe de Tora Binjad et qui permet d'obtenir de très bons résultats non seulement dans les obturations rétro, mais également, et c'est ça sa prouesse, dans les perforations. L'utilisation de soutiens de chirurgie ophtalmologique 7.0 nous permet de retirer les fils à 48 heures post-op et d'obtenir une excellente cicatrisation primaire. Elles sont réalisées sous microscope opératoire. En chirurgie endodontique conventionnelle, il existe de nombreux échecs, souvent dus à l'utilisation d'amalgames toxiques ou à des fêlures non visibles à l'œil nu, ce qui entraîne par voie de conséquence des récidives très fréquentes. Cette diapositive nous fait mieux comprendre les causes des échecs des chirurgies endodontiques n'utilisant pas le microscope opératoire. Les deux photos de gauche nous montrent des obturations à rétro à l'amalgame assez volumineuses avec des débris d'amalgame qui s'incrustent dans les tissus osseux. Ces lésions ne guérissent généralement pas. À droite, vous avez ici une obturation qui se pratique sous microscope opératoire et donc on peut obtenir une obturation plus dense, plus homogène sur 5 mm à l'intérieur du canal. Le laser CO2 nous permet une désinfection du site opératoire et une vitrification du sément radiculaire. Par ailleurs, le curetage est simplifié puisque le laser volatilise le tissu infectieux, diminuant de ce fait l'inflammation et les douleurs, ce qui augmente le confort du patient et du chirurgien. L'association du microscope et du laser nous semble aujourd'hui indispensable dans la plupart des cas, car les statistiques de réussite sont nettement supérieures.
nous avons une disparition de l'épaississement ligamentaire ainsi qu'une réparation osseuse totale dès 4 mois. La première photo en haut à gauche met en évidence une lésion assez importante qui prend approximativement les 4 apex. La lésion est traitée sous microscope opératoire, les apex sont bien sûr obturés à rétro, et le laser est passé pour obtenir une stérilisation de la cavité osseuse. À 1 an post-opératoire, constatez l'excellente guérison osseuse lorsque l'on ouvre pour faire une réexploration. Bien que le traitement canalaire semble de bonne qualité sur cette radiographie, il existe une lésion apicale sur la racine mésiale de la 36. Remarquez que la résection apicale a eu lieu au niveau de cette 36 et que par la suite, il y a eu 2 implants de gros diamètre au niveau du secteur 4. À 4 mois post-opératoire, observez l'excellente réparation osseuse. Voici l'environnement dans lequel le patient est opéré, et la photo de droite nous permet de suivre l'intervention en même temps sur un moniteur. Au-dessus, un autre moniteur nous permet de contrôler l'obturation du canal. Le laser que nous utilisons est un laser à CO2, car c'est le plus puissant des lasers. Une molette micrométrique sur le microscope nous permet de faire une mise au point très fine et de travailler sur la profondeur de champ. Sur la photo de gauche, la mise au point se fait sur l'apex. À droite, elle se fait sur l'os. On peut remarquer une lésion apicale très importante au niveau de la 21 et sur la photo de droite, on voit la guérison de cette lésion après traitement chirurgical. La dent numéro 11 a été extraite à la suite d'une fêlure et remplacée par un implant. Vous avez à l'écran en haut à gauche l'existence d'un canal latéral au niveau de la 21. Ce canal latéral a une forme de C qu'on peut très bien observer sur la photo en bas à gauche. Bien entendu, ce canal latéral va être traité aux ultrasons, désinfecté, séché et enfin obturé. À quelques mois, vous pouvez déjà observer la guérison sur la photo en bas à droite. Lorsque ce potentiel de guérison est faible, et là l'expérience et les connaissances des chirurgiens entrent en jeu, nous aurons recours alors à d'autres techniques complémentaires, notamment l'utilisation de membranes et de biomatériaux. Dans le cas présenté, on peut voir une lésion très importante au niveau des dents numéro 11 et 12. Les apex sont bien sûr obturés, mais l'utilisation d'un biomatériau favorise à 2 ans post-opératoire une excellente reconstruction osseuse. Un autre exemple d'une guérison où nous utilisons un biomatériau. Il s'agit ici d'une racine mésiale de 26. Observez la présence de 2 canaux et l'absence de corticale osseuse au niveau de la face vestibulaire de cette racine. L'utilisation d'une membrane associée à un biomatériau nous permet d'obtenir une réparation quasi totale de cette lésion. 2 incisives centrales avec des images tout à fait classiques de lésions apicales très régulières, très délimitées. La guérison à quelques mois de ces lésions après traitement par obturation et au laser CO2. Un autre cas d'une lésion de petite importance au niveau d'une 14. Cette lésion va être traitée sous microscope opératoire et au laser CO2, et lorsqu'à 6 mois, l'implant en situation 15 est mis en fonction, on peut alors observer la parfaite guérison avec l'absence d'épaississement ligamentaire apical, classiquement rencontré en chirurgie endodontique classique. Dans les cas de récidive, il est fréquent d'avoir à opérer une dent à tenon qui a subi une forte résection. La pointe du pivot se trouve alors au ras de la racine et elle empêche l'étanchéité apicale. Dans ce cas, les inserts ultrasoniques vont pouvoir créer une tranchée de 5 mm de profondeur autour de ce pivot, et cette tranchée va être secondairement obturée. Il s'agit d'une dent, numéro 16, où toutes les racines ont pu être obturées, les 2 racines mésiales et la racine disto-vestibulaire. La photographie de droite nous montre ici une dent dont le pronostic est incertain. La racine distale a pu être correctement obturée. Il s'agit d'une racine qui avait 2 canaux. Quant à la racine mésiale, il manque une bonne quantité d'os sur toute la face vestibulaire, ce qui est préjudiciable à une bonne réparation osseuse. Une lésion assez importante de la taille d'une cerise au niveau d'une incisive latérale gauche, traitée sous microscope opératoire et au laser. À 3 mois, nous obtenons déjà une bonne réparation. Celle-ci, bien sûr, n'est pas complète et devra se poursuivre dans le temps. Voici un tableau comparatif qui détaille de nombreux avantages de la technique de microchirurgie. Cette dernière offre un intérêt notable et devrait définitivement être utilisée pour toute chirurgie endodontique.